Regarde. Ça enregistre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Christophe Boisse, le directeur de l'IUT Nice Côte d'Azur. Alors, on est vraiment ravis d'accueillir cette manifestation. Ça fait plusieurs années et nous, on est juste le contenant. Le plus important, c'est ce qui va se dire, les échanges. Et donc, je remercie vraiment infiniment le président d'Atica de nous permettre d'accueillir cette manifestation. Voilà, donc, nous sommes très heureux, toutes nos équipes sont mobilisées. Je remercie toutes les équipes de l'IUT qui ont œuvré pour que cette journée se passe bien. Je suis sûr qu'elle va bien se passer et qu'il va y avoir de belles rencontres et de belles histoires. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Roger Lebeau. Merci Jean-Christophe pour cet accueil. Je vous prie tout d'abord d'excuser Emmanuel Didier, ancien directeur d'AFIC de l'Académie de Nice, qui a malheureusement eu un rendez-vous de nous rejoindre. Moi, j'aimerais simplement, en aparté et de manière aussi brève que tu l'as fait, Jean-Christophe, décrire vraiment ce partenariat à l'éducation nationale avec le secteur de l'industrie, qui est un partenariat fort, concret, vraiment dans nos gènes respectifs, également avec l'UIMM. Donc, l'éducation nationale, c'est incontestablement d'une part la formation initiale, mais aussi la formation continue, et également l'apprentissage, avec la réforme de 2018 qui a vraiment impacté, et sans doute encore plus dans cette académie que dans d'autres modes de fonctionnement. Donc, une filière vraiment qui est présente à tous les niveaux. J'ai vu Kylian qui fait un BTS électrotech, là, mais ça commence au CAP, il y a d'autres BTS et on va même jusqu'aux préparations pour les écoles d'ingénieurs au sein de l'éducation nationale. L'UIMM, c'est un partenariat d'éditeur, cette académie, sans doute dans d'autres, mais en tout cas, je m'atteste pour cette académie. Donc, ce partenariat se décline sur tous les niveaux, à la fois dans le scolaire initial, dans la formation continue, dans l'apprentissage. Et vraiment, on en est très très fiers. On est très fiers de nos réalisations communes avec le CFAI, par exemple, dans cette académie. On tient à le souligner parce que c'est tout au bénéfice de l'ensemble des étudiants, des collégiens qui bénéficient de l'ensemble de nos infrastructures. Peut-être un tout petit mot sur l'apprentissage, parce que c'est quand même encore dans nos évolutions récentes. Sur le loi en 2018 a modifié les modalités d'apprentissage, mais peu importe. Dans notre région, dans notre académie, une dynamique très très forte, 500 apprentis en 2017, 1776 hier soir. Et sur ces 1776, une part de la métallurgie qui est vraiment très importante, une part de l'industrie en général, pas que de la métallurgie, qui est vraiment très importante. On étudie les sortants de ces contrats. Ce sont des filières intéressantes puisque une étude au 30 juin sur 311 sortants montre que 88% sont en emploi directement dans vos entreprises après l'apprentissage, après ce contrat aidé, après toutes les aides de l'État. Donc vraiment une filière, cette filière d'industrie qui est intéressante et elle est prodigue pour l'ensemble de nos élèves. Sur la formation continue, le réseau Greta, le groupement d'établissement, je m'étais promis de ne pas faire d'anachronisme, alors on va essayer. Donc sur nos groupements d'établissement qui s'occupent de la formation continue, vraiment un impact fort sur cette filière d'industrie, parce que notre région, notre littoral azuréen, c'est l'industrie de bâtiments et hôtellerie et restauration. Et l'industrie fait quand même 2 fois plus de présence que les autres secteurs. Donc vraiment un secteur qui est très, très, très important avec nous. Nos établissements sont constamment en dialogue avec les entreprises. J'ai vu Thales, j'ai vu Schneider. Nos établissements sont vraiment constamment dans l'innovation, et grâce à vous, puisqu'on a vraiment un relationnel avec l'UIMM qui est très, 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 très fort. Moi, je pense que ce sera ma conclusion. Toutes ces évolutions permanentes sont positives et qu'il faut
encourager des jeunes au collège, des jeunes au lycée, pour vraiment passer ces filières en industrie. Voilà, je dirais plus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent. Michel Malago, président de l'Alliance des Tech et des Industries Côte d'Azur. J'ai vraiment cet immense privilège de vous accueillir aujourd'hui puisque nous organisons en partenariat avec l'UMM, que je remercie au passage, l'IUT, donc l'Institut, je remercie son directeur également, de nous accueillir régulièrement toutes les années pour cette journée REI, donc c'est rapprochement emploi-industrie, rencontre emploi-industrie plus exactement. Et naturellement, mes propos vont tout d'abord au remerciement pour ce tour de table qui est tout à fait inédit. C'est la deuxième année que nous organisons ce tour de table sur des sujets qui naturellement sont d'actualité, d'autant que l'actualité aujourd'hui est tout à fait porteuse pour différentes raisons. Il est important dans nos secteurs divers et variés, industriels et technologiques, de démontrer donc aux jeunes étudiants quels sont les métiers, les nouveaux métiers qui arrivent, quel est l'environnement industriel que nous proposons dans nos entreprises, parce que nous nous rendons compte au fil des années que ces milieux-là ne sont pas forcément très bien connus. Alors qu'aujourd'hui, nous avons en fait d'immenses défis à relever. Le premier défi, c'est celui de la réindustrialisation de notre pays, globalement, et de notre département, évidemment, puisque nous sommes tous complètement impliqués, disons, dans cette règle-là. Il y a le plan de relance qui, en fait, nous pousse véritablement à réindustrialiser nos entreprises, nos territoires, mais il y a également aussi le plan 2030, instauré et lancé par le gouvernement. Donc tout cela montre que le monde industriel, et nous l'avons vécu ces 2 dernières années avec cette pandémie qui nous a véritablement, disons, remis en question sur de nombreux sujets, eh bien nous savons que l'industrie aujourd'hui, que l'on pourrait qualifier différemment qu'industrie, parce que la connotation industrielle aujourd'hui n'est pas très bien comprise ou mal perçue en tout cas, mais nous le savons aujourd'hui de façon sur le plan économique, c'est l'industrie qui est véritablement considérée aujourd'hui comme le socle économique en fait d'un pays, par son autonomie, par son indépendance, par sa capacité à produire toute forme et tout type de produits de consommation courante ou plus exceptionnelle parfois, des équipements de haute valeur ajoutée dans nos entreprises. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, et je reviens disons au niveau du département, donc je remercie en fait les différentes présences ici, chefs d'entreprise et étudiants qui sont autour de la table. Nous savons qu'aujourd'hui, l'emploi est en général est sous tension, et quel que soit le secteur d'activité, tout est sous tension aujourd'hui. Je m'attacherai davantage, disons, dans le monde industriel et technologique. Notre département compte à peu près, si nous regardons simplement que les chiffres de l'INSEE, nous savons qu'ils sont tous faux parce que la codification INSEE n'est pas parfaite, loin de là, mais nous sommes aujourd'hui, selon les chiffres de l'INSEE, chiffre 2021, 4000 entreprises sur le territoire du 06, 4000 entreprises, disons, sur l'industrie, ce qui représente 35 000 emplois. Sauf que nous avons, nous, fait des petits calculs au travers, en fait, de toutes les activités qui sont associées également à l'industrie, et pour certains nombres d'entreprises dites de services, travaillent exclusivement dans le monde industriel. Donc, si nous faisons une nouvelle équation, nous avons dans notre département plus de 6 000 entreprises qui travaillent dans le secteur de la technologie ou de l'industrie, globalement, ce qui représente plus de 80 000 emplois. Et ça représente également un chiffre d'affaires, simplement, et ce sera le dernier chiffre pour ce matin, un peu plus de 15 milliards en fait, de chiffre d'affaires, donc grosso modo, pas loin de 25% du PIB de notre département. C'est dire si nous avons un besoin là aussi, de compétences, de talents, et nous recherchons naturellement au travers de toutes les filières, disons, à caractère technologique, en fait, de nouvelles compétences, parce que nos entreprises ont un véritable grand besoin. Elles attendent ces compétences à bras ouverts. Nous savons, et ce sont encore des statistiques, malheureusement, d'offres d'emploi, elles sont absolument nombreuses. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui ouverts, qui malheureusement ne trouvent pas candidat. Donc ça, c'est une véritable carence en fait de compétences, soit parce que les jeunes ne sont pas encore sortis diplômés, et malheureusement, les entreprises aujourd'hui ont l'obligation, pour continuer, disons, à produire ce qu'elles font, ont l'obligation d'aller chercher ces compétences pour l'instant ailleurs, parce que le territoire et le pays, dans son ensemble, ne fournit pas suffisamment de compétences. Alors, on ne va pas tout remettre en question, nous sommes là pour résoudre les questions, trouver les meilleures équations possibles, et cette table ronde nous permettra très certainement de comprendre certains facteurs. Je vous remercie à toutes et à tous, et je vous souhaite une très bonne table ronde. À vous, animateurs. Merci Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Donc, Stéphane Orgasser, donc je suis directeur délégué aux formations professionnelles technologiques au lycée des Eucalyptus. Et chaque fois que je discute avec des gens issus de l'industrie, je me rends compte
il y a énormément de monde qui est passé par le lycée des Eucalyptus. Ça fait plaisir, des générations qui sont passées par le bac pro, le BTS, une classe prépa aux grandes écoles, qui sont maintenant dirigeants ou ingénieurs ou techniciens dans les entreprises locales de la région. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Alors on est très heureux et on remercie l'IUT pour son accueil, hein, vraiment un grand merci. On est très heureux de retrouver autour de cette table des chefs d'entreprise, des responsables de recrutement et des étudiants. Et je vous propose pour commencer qu'on fasse un tout petit tour de table pour que chacun puisse se présenter très rapidement. Et après, on va pouvoir passer aux questions. Je rappelle qu'on est écouté notamment par des collèges et des élèves qui souhaitent connaître, savoir, avoir plus d'informations sur l'industrie et les avantages à s'engager dans les voies technologiques et les métiers de l'industrie. Voilà, on va peut-être faire un petit tour de table. Président. Bonjour, écoutez, je suis très heureux de faire, c'est une première pour moi, puisque je suis président du MM depuis peu, depuis le 24 janvier. Je vais essayer d'être à la hauteur de mon prédécesseur, mais si je pouvais rajouter juste quelque chose sur tout a été pratiquement dit, mais pendant la pandémie, l'industrie a représenté 31% du PIB dans le département, ce qui est énorme quand on sait que l'industrie sur le national n'en représente pas plus de 12 ou 13%. Donc, on a un département fort qui est pourtant très basé sur le tourisme, mais on a des industries qui sont fortes. Et pour revenir sur l'apprentissage, j'aurais tendance à dire qu'un apprentissage, c'est un emploi à la clé. Parce que la plupart du temps, on apprend de l'apprenti et l'apprenti apprend de l'entreprise. Et l'apprenti apporte l'innovation qu'il apprend dans les universités, dans les lycées, que les anciens de l'entreprise ne connaissent pas obligatoirement. Par contre, en rentrant dans une entreprise, on apprend un petit peu le savoir des aînés et c'est un bon mélange. Et personnellement, alors là, je parle en tant que président du MM, mais si je devais me positionner en tant que président de mon entreprise, nous, on a en ce moment, entre les contrats emploi-formation et les contrats en alternance et l'apprentissage, on a 10 personnes. Et dans mon bureau d'études, j'ai 25 personnes, et sur les 25 personnes, j'en ai 16 qui ont fait une alternance chez nous. Donc, c'est pour vous une assurance d'avoir, pour les élèves, une assurance d'avoir un emploi demain, et pour les entreprises, une assurance d'avoir du personnel demain. Parce que c'est ce qu'on recherche le plus, on le voit bien. Pendant des années, on a décrié, critiqué l'industrie. On disait aux élèves, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas travailler à l'usine. L'usine, c'est plus ce que c'était. L'usine, c'est moderne, il y a des ingénieurs, il y a des nouvelles technologies, il y a de l'inventivité et du développement toute l'année. Et donc, il y a la place pour tout le monde dans une industrie aujourd'hui. Voilà. Donc, merci. Puis, on va continuer le tour de table. Bonjour, moi je m'appelle Lou Decker, je suis actuellement en deuxième année de DUT Génie électrique informatique industrielle, ici à l'UT Nice, et je fais depuis 2 ans l'alternance chez Enedis en tant que chargée d'affaires, donc je suis chargée de l'organisation des travaux de raccordement électrique. Bonjour, donc moi je m'appelle Albert Alfieri et je dirige le site Thales à Sofia, mais retenez que je suis là pour représenter globalement l'ensemble du groupe Thales sur le 06, donc aussi les satellites à Canon de Lieu. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que l'avenir des entreprises dans 20 ans, c'est pas nous qui allons le faire, Marcel, moi, etc. C'est vous en fait, qui allez définir ce que deviennent ces entreprises. Et donc pour nous, avoir des alternants, les garder, les fidéliser. L'alternance, ça permet aussi de vérifier la double compatibilité, à la fois de l'étudiant au type d'activité de l'entreprise et de l'entreprise. Donc c'est très important. Et de façon générale, c'est très important de ne pas oublier d'intégrer les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, parce que c'est comme ça qu'on peut parler l'avenir. Donc c'est fondamental. D'où ma présence, c'est une première pour moi aussi. D'où ma présence cette journée ici. Bonjour à tous. Kylian Cardozo, deuxième année de BTS en électrotechnique aux Eucalyptus. Sûrement futur alternant dans les entreprises ici présentes. Très certainement. Première fois avec mon compère qu'on verra après qu'on est invité à cette table. Je ne sais
pas vraiment pour le reste des étudiants qui sont ici, s'ils ont beaucoup de choses à dire, mais on aura le temps d'en parler et faire les présentations de tout le monde. On se réjouit d'avoir le feedback très vite. Donc Marion Boutor, moi je suis directrice du site de Schneider Electric ici dans les Alpes-Maritimes, en l'occurrence sur la zone industrielle de Carros. C'est quelques 1000 emplois industriels, donc à la fois R&D et un site de fabrication qui fabrique des automates industriels, donc pour d'autres industries. Et effectivement, en termes d'alternance, comme ça a été mentionné, nous sur le site, on a à peu près 70 alternants et c'est un très bon vecteur de recrutement. Il y en a de toutes les durées et de toutes les sortes, de tous les métiers. Et on est très curieux, effectivement, je suis très curieuse en l'occurrence d'avoir votre feedback sur l'image de l'industrie et qu'on puisse ajuster un petit peu nos visions parce que nous, on en a voilà, une vision d'avenir, d'innovation et donc on est pressé de pouvoir en parler avec vous. Merci Olivier. Bernard Alfondari, je suis le dirigeant d'une entreprise qui fait du matériel d'éclairage intelligent qui s'appelle Resistex, qui est une PME niçoise installée à l'est de Nice depuis plus de 85 ans. Ma présence ici en tant que vice-président de l'IMUMM, ma particularité, c'est que je suis un fabricant d'éclairage, mais un constructeur de passerelles. J'estime que nous ne nous connaissons pas suffisamment, nous ne nous fréquentons pas assez entre le monde de l'enseignement et le monde industriel et qu'on a tout intérêt, et les uns et les autres, à apprendre à se connaître, à se fréquenter et à travailler ensemble le plus tôt, le plus régulièrement, le plus fréquemment possible, parce que, comme le disait Marcel Rani, mon président, donc le président a toujours raison. C'est un vieil adage en vigueur en Russie en ce moment. Donc, notre président a toujours raison. Et bien sûr, l'enrichissement mutuel que l'on peut avoir entre les étudiants et le monde professionnel est souvent bien plus, et les entreprises, surtout les PME, ne s'en rendent pas suffisamment compte. On parle de reverse mentoring, ce sont les jeunes qui forment les vieux, et on en fait aussi l'expérience dans notre entreprise, et c'est rien encore à côté de ce que ça devrait être. Voilà, donc place à l'avenir. Bonjour, Charles Palanca, président d'Electroni. Electroni est une entreprise industrielle qui étudie et fabrique des cartes électroniques à Montsartou. Nous sommes une PME de 25 personnes et nous avons 3 alternants. Nous formons des alternants depuis 15 ans aujourd'hui. Donc on a une petite expérience en la matière, même si on est une petite entreprise. En tout cas, c'est une vraie richesse pour les deux, pour les alternants, mais ça a été dit, comme pour l'entreprise. Je suis également représentant de la commission d'industrie de la Chambre de commerce et d'industrie, voilà, qui s'est joint à nous pour ce débat. Et je suis vice-président et j'accompagne avec beaucoup de bonheur notre nouveau président Marcel Rani, à lui-même. Bonjour, Guillaume Lejeune, étudiant en 2e année de BTS électrotechnique aux Eucalyptus. J'envisage une poursuite en licence pro. Bonjour, alors moi du coup c'est Morgane Lesatini, je suis actuellement étudiante en BTS Système numérique, option informatique et réseau et normalement si tout se passe bien, future alternante à l'UT de Nice. Merci à tous pour ce tour de table. Alors on va tout de suite passer aux petites questions et on va vous donner la parole aux uns et aux autres. On souhaitait tout d'abord connaître quelle est votre perception de l'industrie actuellement. On parle d'industrie 4.0 actuellement. Quelle est votre perception de l'industrie? Et au passage, vous pouvez aussi nous dire si vous faites encore une différence entre les termes industrie et technologie.
On pourrait également parler un petit peu de l'industrie du futur, la place de l'homme dans l'industrie du futur, et également la place des technologies du numérique dans l'industrie. Voilà, une question bien complète pour commencer cette table ronde. Président. Moi, si vous me demandez comment je conçois et je perçois l'industrie, je risque de vous tenir toute la journée. L'industrie est passionnante, parce que sinon j'aurais déjà arrêté. Et elle est passionnante parce qu'elle est faite de machines, mais elle est surtout faite d'hommes et de femmes qui la rendent encore plus passionnante. Parce que toutes ces innovations qui nous sont portées dans l'industrie nous permettent, vous savez, moi j'ai commencé, c'était une ferronnerie, aujourd'hui c'est une industrie 4.0, et quand on regarde, on fait le parcours, le chemin parcouru de l'entreprise, c'est juste énorme. Même mon frère qui a quitté la boîte il y a 14 ans ne la reconnaît plus. Donc c'est que vraiment il y a une innovation permanente, et pour les jeunes cerveaux que vous êtes et avec les envies que vous avez, c'est l'intérêt encore plus grandissant de s'en rapprocher. Donc vous parliez tout à l'heure de rapprochement. Bernard Alfandari parlait de rapprochement. On ne se rapproche pas assez des universités, des lycées techniques et l'industrie. Moi, je ne demande que ça, faire des visites pour trouver des solutions pour que les élèves qui se projettent, sans savoir où ils vont, aillent visiter de temps en temps des fleurons comme Schneider, comme Thales, comme Resistec, comme Rani aussi. C'est des entreprises qui sont grandes, internationalement connues, et qui brillent vraiment, font vraiment briller notre département. Et donc déjà, la Côte d'Azur, c'est beau, mais alors en plus, on a une industrie qui est forte et belle. Et franchement, compte tenu du contexte de la région, l'industrie doit être encore plus propre. Donc aujourd'hui, il y a la RSE qui est vraiment très importante au sein de l'entreprise. Et c'est aussi des ouvertures d'esprit, des ouvertures de projets et d'emplois sur ce domaine-là. Donc, moi, l'industrie, je la ressens encore plus innovante qu'avant, et porteuse de bons messages pour tous les jeunes que vous êtes, et pour l'avenir. Merci beaucoup. Charles. Alors, sur l'industrie 4.0, il y a beaucoup à dire aussi, et je ne vais pas monopoliser la parole. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que l'industrie, c'est là où ça se passe. C'est là où nous bâtissons, en définitive, nos sociétés. En tout cas, on est des acteurs principaux là-dedans. Ça veut dire que quand vous rentrez dans l'industrie, vous entrez dans les bâtisseurs du monde. Regardez, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, ça a été fabriqué dans les industries. Alors, il faut savoir, c'est pas forcément, c'est une vocation, je crois, d'être industriel. C'est vrai, il faut aimer ça. On est assez pragmatique, on touche même du doigt, on a souvent les mains dans le cambouis, c'est une expression vieille de l'industrie, mais pour autant, on peut avoir les mains dans le cambouis en faisant de l'IA. Alors nous, on n'appelle pas ça l'intelligence artificielle, mais de l'informatique augmentée, pour l'instant. Et donc, venez nous rejoindre, parce que c'est le monde de l'industrie. Voilà, moi, j'ai que ça à dire. On est en perpétuelle évolution. Quand vous voyez votre téléphone d'aujourd'hui, les téléphones d'hier, c'est l'industrie d'hier et l'industrie d'aujourd'hui. C'est la même chose. Vous avez une même mutation de l'industrie, sans compter, bien entendu, les mutations sociétales, parce que là aussi, ça se passe. C'est un endroit où l'ascenseur social existe encore. On prend des jeunes, et moi, je vois dans la PME de 25 personnes, c'est pas énorme. On a emmené des personnes qui avaient des CAP, des DEP en électronique, à être des chefs d'équipe, à être des responsables d'achat aujourd'hui. Ils ont multiplié leur salaire par 2,5. Donc c'est un véritable ascenseur social, et ça existe encore. Alors, si vous voulez être acteur de ce monde, si vous voulez être dans les technologies, dans l'innovation, savoir ce que c'est l'IA, savoir comment elle s'applique réellement dans le concret, si vous jugez qu'il y a eu des évolutions entre le téléphone d'hier et le téléphone d'aujourd'hui, eh bien, vous avez l'image de l'industrie. Il n'y a que ça à dire. Merci.
se lève systématiquement et modifie cet engouement. Quelques points sur ma vision de l'industrie. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, même sans avoir forcément un métier technique, mais je pense qu'on a effectivement, Charles parlait de vocation. Je crois que l'industrie, comme on est sur des choses extrêmement tangibles, c'est souvent la première motivation, c'est qu'on comprend, on touche, et on a une vraie réalité de notre métier. Après, l'industrie, c'est surtout, pour moi, indissociable de la technologie, et c'est un socle et un terreau incroyable pour de l'innovation. Parce qu'en fait, pour qu'une entreprise industrielle fonctionne, il lui faut impérativement de la performance pour se justifier sur le territoire français. Et pour être performante, une industrie, elle ne peut que composer avec la technologie. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment prégnant dans l'industrie, et c'est extraordinaire, et c'est une aventure incroyable. Là, depuis 2 jours, on a maintenant des petits AGV, là, on les appelle R2D2, qui se baladent dans nos allées. Alors bien sûr, ce sont souvent des choses qui sont encore expérimentales sur certaines briques de la Smart Factory, mais on se rend compte que l'industrie, du coup, l'atelier de production devient un terreau incroyable pour même des startups, des partenaires, d'autres entreprises qui viennent apporter des solutions. Et c'est vrai que Schneider, historiquement, est une entreprise qui fabrique, est une entreprise industrielle, et même moi, à l'échelle je suis entrée en 2005, j'ai vu l'évolution d'une entreprise qui continue à fabriquer ces mêmes produits, mais qui maintenant vend une solution entourée de digital, de solutions software, de liens entre les produits, et donc vendre des solutions aux industries. Et c'est vraiment intéressant de voir cette évolution de l'industrie. Je pense que c'est indissociable, et pour autant, on continue à fabriquer des produits qu'on peut toucher. Donc, voilà. Et puis peut-être en dernier point sur l'industrie, au-delà de cet aspect technologique que j'y vois, et notamment pour des jeunes, c'est que c'est vraiment un univers qui permet de rassembler extrêmement, un grand nombre de métiers très différents. C'est-à-dire que selon qu'on va travailler dans le développement de l'offre, on a des designers, des gens qui vont presque être plus sensibles à la forme du produit, à sa couleur. On a des gens d'industrialisation, de méthode, et des gens qui vont fabriquer, qui vont travailler à la qualité des produits, etc. Donc, on a vraiment tout un panel de métiers avec autant de mixité qu'on puisse en avoir, on l'espère. Et ça fait vraiment une génération de personnes qui travaillent ensemble qui est très, très riche. Voilà, quelques points sur le site. Merci beaucoup. Bien sûr, les étudiants aussi ont certainement... Je leur donne la parole juste Merci. J'en rajoute quelques mots, mais forcément, pas mal de choses ont été dites. Je reprends ton image, Charles. En fait, tout ce qu'on a autour là, ça a été fait par des industriels. Et en fait, c'est ça, on fabrique. Alors moi, quand j'étais petit, je jouais au Lego et au mécano. Donc, j'ai toujours eu envie de fabriquer des choses. Je continue après. Alors, dans le 06, l'avantage aussi, c'est que vous avez une grande diversité de types d'entreprises. Donc, il y a des entreprises de 5-10 personnes, puis des grands groupes aussi qui ont 1000-2000 personnes. Donc, il va y avoir une diversité d'emplois. Vous allez travailler dans des domaines technologiques qui peuvent être la mécanique, l'électronique, l'optique, l'acoustique. C'est très intéressant. La pharma, bien sûr. Le parfum, l'agroalimentaire. C'est de l'industrie aussi. Toi qui dirige l'ensemble, qui a le panel vaste, tu pourras nous faire la liste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans chaque industrie, que ce soit chez Schneider, chez Thales, chez Amazon, n'importe où, chez Renault Industrie, etc., on est très fiers des produits qu'on les voit apparaître. Alors, par exemple, à tellement de lieux, chaque fois qu'on lance un satellite qui arrive sur orbite, tout le monde est content. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement les ingénieurs directement, les techniciens qui ont fabriqué, c'est l'ensemble des fonctions. On assiste en ce moment, c'est quelque chose de relativement passionnant. Merci beaucoup. Kylian ? Je fais partie des personnes les plus jeunes à cette table et j'ai un demi-pied dans le monde de l'industrie, étant donné que je suis en BTS et que ça vient de l'histoire. Mais l'image que j'ai de l'industrie, c'est quand même un endroit assez compliqué à entrer. Quand on est jeune, on ne nous prépare pas du tout à ce monde-là, on nous parle plus des métiers un peu plus faciles à comprendre, un peu plus faciles à vivre. Souvent, c'est plutôt par nos parents qu'on découvre ce monde-là. Mais une fois qu'on commence à mettre un pied puis un second et qu'on avance petit à petit au gré des études,
on comprend que c'est tellement vaste que des fois, on peut en perdre, on peut avoir le vertige, de vous dire. Peut-être le plus gros problème que je trouve actuellement, c'est, je l'ai appris avec M. Charles Palanca, c'est pas de la bêtise, c'est qu'il y a énormément de nouvelles technologies et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Donc, j'aurais aimé être au courant de ça avant pour pouvoir m'y intéresser. Sinon, je n'avais pas grand-chose à dire, c'est passionnant, mais voilà. Merci. Alors, Roger, juste. Juste un mot pour aller dans le sens du président Rami, et pour redescendre, parce qu'on a des collégiens quand même beaucoup en face. Je vais prendre deux exemples. Celui de la maintenance, parce que la maintenance, ça va toucher quasiment tous les secteurs industriels. Maintenir, ça veut dire réparer. Enfin, une machine qui ne marche pas, ça coûte de l'argent à l'industriel. Ça veut dire réparer, mais c'est à la fois de l'électricité, de l'électronique, de l'hydraulique, du pneumatique. Parfois, c'est plein de choses. Vous avez par exemple des diplômes qui évoluent. C'est par rapport à ce que vous avez dit sur l'évolution et sur l'impact du numérique. Un bac pro, maintenance des équipements industriels, on dit MEI dans mon jargon, il est devenu maintenant des équipements, ça finit par connecter, Stéphane, des équipements connectés. Le C connecté, c'est toujours la même maintenance, c'est toujours la même chose, mais aujourd'hui, je prends deux établissements, le vôtre, les Eucalyptus, celui de Stéphane, mais aussi Jules Ferry, à Cannes. On a désormais des opérateurs qui vont interagir à distance, qui vont surveiller la ligne du conditionnement à distance. Vous voyez que ce bac pro MEI, par rapport à ce bac pro qui évolue, on a rajouté ce C de connecté, on avait même l'évolution dans le tertiaire, une négociation relation client est devenu la négociation digitalisation relation client. L'impact du numérique est venu vraiment irriguer l'ensemble de nos diplômes et on en remercie les entreprises puisque les contenus des diplômes, ce sont les entreprises qui le font au niveau national. Donc sur cette évolution de l'industrie par rapport à des choses qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus connectées, et on les a à tous les niveaux. Une fabrique qui utilise de l'acier comme une fabrique qui fabrique des téléphones par exemple. Donc l'impact du numérique, l'évolution des métiers, c'est très compliqué. S'il y avait un site à retenir pour les collégiens, et là il est œcuménique, il n'est pas lié, il est lié à personne, c'est vraiment le site de l'ONICEP, c'est www.onicep.fr, et allez sur le site de l'ONICEP, vous aurez des présentations des diplômes et des métiers en relation. Et s'il fallait aller sur un site, franchement au niveau du collège, bien qu'il y ait tout un personnel d'orientation qui soit là pour vous aider, mais c'est vraiment sur ce site de l'ONICEP qu'on va pouvoir se promener dans l'ensemble des possibles et avoir le lien entre un diplôme et les différents métiers qui sont rattachés à ce diplôme. Merci Roger. Alors, moi, au collège, comme il y en a qui nous écoutent, au début, je pensais que l'industrie, c'était des grosses usines de production avec beaucoup de maintenance, que des techniciens. Et en fait, au fur et à mesure, aller dans les salles de l'étudiant, ou en lisant sur l'ONICEP, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de métiers, c'était très diversifié, et qu'il y avait autant des techniciens du coup, mais il y avait aussi des ingénieurs, de la recherche, de la R&D. Et donc, du coup, en fait, c'est assez. Maintenant, on appelle ça 4.0, et donc on peut faire tout type de métier, et même des fois, on apprend que ce métier est dans l'industrie, alors qu'on ne savait pas forcément, parce qu'on avait des a priori avant. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter vraiment à se tourner vers ce type de métier, parce que c'est vraiment passionnant, et en plus, le monde évolue beaucoup, et donc les métiers qui existent aujourd'hui n'existeront pas peut-être plus tard, et les métiers qui n'existent pas, c'est peut-être nous, les jeunes, qui vont les créer, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les essayer en tout cas. Ça fait plaisir parce qu'on a des jeunes autour de la table qui ont déjà une grande maturité, qui ont déjà réfléchi à tout ça. Tout à fait, exactement. On va passer la parole à Morgane. Alors, moi, personnellement, ma perception de l'industrie, elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, au lycée, on ne nous en parlait pas du tout. C'était vraiment, on parlait d'études de médecine, d'études, pas du tout d'industrie. Et je suis tombée dedans, en fait, en m'enseignant toute seule, parce que moi, je suis très curieuse et je voulais savoir comment fonctionne ceci, comment écrire cela. Et du coup, je me suis renseignée et c'est comme ça que je suis tombée dans l'industrie. Et pour moi, maintenant, la perception que j'ai de l'industrie aujourd'hui, c'est surtout un domaine qui crée beaucoup d'emplois et qui a beaucoup de perspectives d'évolution. Que ce soit en interne, en tant que technicien, on peut évoluer, avoir
beaucoup de perspectives d'évolution en interne, mais surtout au niveau technique et au niveau de ce qui peut être créé plus tard, parce que c'est vrai que c'est l'industrie qui va faire que le monde avance et que l'écologie d'aujourd'hui avance. Merci beaucoup. La plupart des industries, alors c'est vrai que le mot industrie est assez général, mais toutes les industries ne font pas le même métier. Et la plupart des industries racontent une histoire. Et ça permet de vous, si vous allez un petit peu sur le site de l'UIMM, mais sur le site des entreprises qui sont là aujourd'hui, vous verrez que entre le moment où les entreprises ont démarré et aujourd'hui, il y a eu une évolution extraordinaire. Mais vous savez, moi j'ai démarré, c'était la ferronnerie. La ferronnerie, c'était un atelier d'hommes, sale, poussiéreux, polluant. Il y avait tout ce qu'on n'aime pas. Mais c'était l'époque et c'était comme ça. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est propre. Il y a une multitude de métiers. C'est de plus en plus féminin. Moi, je le vois dans mes bureaux, puisque bientôt la parité sera inversée. Et tant mieux, ça veut dire que les femmes s'impliquent dans des endroits où elles ne pensaient pas pouvoir aller. Alors qu'aujourd'hui, elles peuvent y aller. Et elles peuvent y aller avec les mêmes compétences. Parce que la parité, ce n'est pas uniquement de dire qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. C'est des compétences qui sont importantes. Les femmes doivent être retenues au même titre que les hommes pour leurs compétences. Et donc, moi, je vous invite à aller sur le site de l'UIMM, déjà regarder et lire tout ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Vous avez tous les adhérents de l'UIMM qui sont mentionnés, et vous pouvez facilement avoir des liens. Vous avez même un lien de contact. Si vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter. Serge se chargera de vous répondre, ou Nathalie sur place, ou moi-même. C'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller là-dessus, vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'industrie. Pour le garçon, je parle pour le jeune homme qui ne sait pas trop exactement ce qu'est l'industrie, ça lui fait un peu peur. Il a l'air un petit peu d'être submergé et pas savoir dans quel sens aller. En allant sur ce genre de site et en posant des questions, vous verrez, ça vous cadrera vraiment dans ce qui sera plus tard votre passion. Parce que l'idéal, c'est ça, c'est de trouver un métier pour gagner sa vie et pour manger, mais le mieux, c'est d'avoir un métier qui soit passionnant, parce que les journées défilent sans être perturbantes pour votre santé morale, physique. Et puis, ne pas oublier que dans l'industrie, bon, il y a des industries qui font des 3-8, donc on peut travailler la nuit, mais contrairement à la restauration, on a nos week-ends, on rentre le soir à la maison, on profite de nos familles, et c'est quand même une vie qui est quand même plus confortable que de travailler le week-end quand les autres s'amusent. Guillaume. Moi, l'industrie, je l'ai découverte à la fin du collège, justement, pendant le stage de dernière année. Et je savais pas trop où m'orienter. Je trouvais que l'électricité, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai fait un stage chez ACDC, c'est une boîte c'est un atelier de câblage où ils font des armoires électriques. Et puis, j'ai de suite accroché, ça m'a de suite beaucoup plu. Et après, je me suis orienté vers un bac pro électro-mélec, métier d'électrotechnique et environnement connecté. Et c'est là que j'ai fait pas mal de stages, dont un à Malongo qui m'a beaucoup plu à la production. Donc j'ai travaillé sur des machines de production industrielle. J'ai pu remarquer que malheureusement dans certaines boîtes, ils mettaient un peu de temps à implémenter les nouvelles technologies, mais que ça allait au fur et à mesure. Je pense que c'est tout. Merci Guillaume. Alors, Marcel Ragnier en a parlé un petit peu à l'instant. Il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie, mais certainement pas assez. Alors, nous, au niveau des établissements scolaires, au niveau des lycées, on se rend bien compte que trop peu de jeunes filles choisissent de faire des études technologiques, dans les voies technologiques ou professionnelles liées à l'industrie.
Donc, la question qu'on pourrait peut-être poser également, et on a la chance, on remercie d'avoir nos deux étudiantes autour de la table, on a la chance d'avoir des jeunes filles qui en ont très bien parlé. On pourrait poser cette question à l'ensemble des participants autour de la table. Quelle est la place des femmes dans l'industrie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que davantage de jeunes filles viennent vers ces métiers? Charles? Bon, alors, chez nous, quand on fait des cartes électroniques, on va dire il y a des techniciens, mais il y a également des opérateurs de montage. Et les femmes, enfin les filles, sont beaucoup plus douées que les hommes dans ce métier parce qu'elles sont plus agiles de leurs doigts, tout simplement. Et effectivement, chez nous, dans notre atelier, par exemple, de fabrication, il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, dans les bureaux, pour dire, hein, sur les métiers transverses, on est pratiquement équilibré. Donc, on a aujourd'hui, je me demande si on a plus de femmes que d'hommes. Je crois qu'on est 50-50 à peu près. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que les femmes ne viennent pas dans l'industrie? Alors, il faut dire que les filles qui sont dans l'industrie chez nous au niveau opérateur, ce sont des personnes qu'on a formées. Donc, c'est des gens des personnes qui venaient d'un autre milieu, donc soit du social, du médical, des personnes qui ne trouvaient pas de métier en définitive et qu'on a formées. C'est un élément important. Ce n'est pas forcément des personnes qui sortaient de l'école. Mais moi, je crois qu'il y a déjà des éléments qui ont été dits. On ne parle pas de l'industrie au collège. Et on a, enfin, ce qui a été dit là, on en parle peut-être maintenant, peut-être j'espère, du moins. Et c'est culturel. Marcel a parlé de l'industrie d'hier, donc il faut laisser le temps au temps. Bien entendu, on est tous là pour changer notre vision de l'industrie, mais il ne faut pas enlever le poids culturel, effectivement, de notre société. Il ne faut pas enlever le poids quand les parents, effectivement, à vouloir envoyer leurs enfants dans les écoles de commerce, on a entendu, ou en médecine, ou ailleurs, dans des métiers qui sont, entre guillemets, moins sales ou moins pénibles. Parce qu'on est encore sur ces croyances-là. Alors, bien entendu, c'est plus vrai. Et on est là pour le transformer, on est là pour véhiculer ces messages qui sont faux aujourd'hui. Mais ils ont existé. Voilà, donc il faut le temps au temps. Donc oui, il faut continuer de faire des opérations comme celle qu'a planifiée Attica aujourd'hui. Il faut continuer d'œuvrer, effectivement, de mélanger l'industrie, l'entreprise en général. D'ailleurs, on parle d'industrie, mais c'est l'entreprise en général et l'école. Il faut arrêter d'être en silo. Hein, on n'est pas en silo, il n'y a pas l'école d'un côté, l'université, l'éducation nationale, les industries. On est tous ensemble. Et ça, c'est une vraie richesse pour les alternants, parce qu'ils le vivent. Je dirais qu'aujourd'hui, les étudiants que nous accueillons dans nos industries continuent d'étudier tout au long de leur vie. On fait de la formation continuelle. Donc, ça veut dire que la formation continue tout le temps. Ça veut dire que le monde de l'industrie, le monde de l'éducation nationale, il doit se mailler. Ce n'est pas des passerelles qu'il faut, c'est de l'interaction permanente. Et on réfléchit à des modèles réels où, effectivement, les professeurs, les industriels, les enseignants et également les cadres ou les encadrants dans l'industrie puissent effectivement échanger. On le fait dans nos entreprises avec le l'IMABI. Hein, moi, j'ai des personnes de mon entreprise qui vont travailler dans des entreprises autres pour partager les savoir-faire. Il faut que ça se fasse avec l'éducation nationale. Il faut vraiment manier et à ce moment-là, effectivement, on arrêtera les idées préconçues et on aura des femmes. Parce que quand elles viennent chez moi, les femmes rencontrent des femmes. Elles ne voient pas des hommes, même si elles voient des femmes. Donc tout simplement, elles vont s'identifier, quoi. Merci beaucoup, Charles. Alors, voilà, on s'adresse aux collégiens, on s'adresse aussi aux enseignants dans les collèges qui peuvent aussi aider et permettre et éclairer les jeunes élèves vers ces métiers. On pourrait aussi, on va continuer sur ce thème hein, de la place des femmes dans l'industrie, mais on pourrait aussi ajouter quelles sont les évolutions de carrière, les possibilités d'emploi. Si quelqu'un quitte une entreprise à un endroit, quelles sont les possibilités de retrouver facilement ou rapidement un emploi dans une autre entreprise, dans une autre région. Et voilà, on va continuer là-dessus. Toujours sur cette même question. Marion Boutors. Alors, simplement pour
pour finir sur la mixité, parce que c'est aussi un enjeu fort, les femmes ont leur place complètement, elles ont 50% des places de l'industrie, mais on n'arrive pas tout à fait à en avoir, on n'a pas la chance d'électronique quand même au niveau du recrutement, parce qu'effectivement quand on se retourne et qu'on fait le shortlist, on a moins de filles, parce qu'on a moins de filles qui sortent des formations techniques, c'est encore indéniable, hein, quoi qu'on dise. Donc c'est vrai qu'on a une action assez forte chez LER pour aller rencontrer les élèves dans les collèges, dans les lycées, les recevoir chez nous pour essayer de susciter un peu des vocations et montrer à quel point la mixité est riche et nous sommes pleinement conscients chez Nalpic que c'est un vecteur de performance. Hein. C'est pas seulement pour le plaisir de l'équilibre, c'est simplement qu'un groupe fonctionne mieux quand il est mixte. Bon, ça c'était sur la mixité. Après, sur l'évolution des métiers, de la même façon qu'une femme à 50% sa place dans l'industrie, elle a les mêmes perspectives d'évolution. Il faut avoir des modèles. Schneider a beaucoup travaillé sur le fait d'avoir dans son top management des femmes aussi, pour avoir des hommes et des femmes. Alors, après, pour parler plus de métiers et pas seulement des femmes, dans l'industrie, vous avez vraiment une grande variété de métiers. Et ce que vous apprenez dans un environnement technique, ce sont aussi des soft skills de gestion d'un projet, c'est aussi comment digitaliser un process, c'est aussi... Pour nos jeunes élèves, les soft skills, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Donc, ce sont des compétences personnelles, des aptitudes personnelles qui vont vous permettre de faire progresser un sujet, de communiquer plus facilement et d'apporter de la méthodologie dans ce que vous faites. Donc, il y a les compétences techniques qu'on apprend à l'école et ce que vous apprenez dans l'entreprise et qui plus est dans l'industrie quand vous avez une variété de personnes et une variété de métiers, vous allez effectivement apprendre à vous comporter de façon bienveillante et de façon efficace pour l'organisation. Et une fois qu'on a ces compétences-là, associées à des compétences techniques, alors là, ça ouvre un champ de possibles sur des profils qui ont envie d'être plutôt sur des axes d'expertise, d'autres qui vont être plutôt sur des axes de managériaux, d'encadrement d'une équipe, c'est un métier d'encadrer une équipe, et d'autres sur des métiers qui peuvent même être connexes. On a des exemples dans tous les sens. D'ailleurs, on a l'exemple là dans l'usine de Carros d'une personne qui était responsable financier, contrôleur de gestion, et qui est maintenant responsable d'équipe de fabrication. Voilà, donc ça, toutes les passerelles sont possibles. Merci. Je rajoute encore un petit mot sur la mixité parce que c'est important et on n'y est pas encore. Enfin, je veux dire, dans le groupe Thales, en fait, statistiquement, on a 25% de femmes et 75% d'hommes. Donc, c'est pas bon. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'attire pas assez le genre féminin. Donc là, il faut qu'on travaille là-dessus. Et le deuxième point, c'est, on s'en est rendu compte quand même assez rapidement, non seulement on n'avait que 25% d'éléments féminins, mais on n'avait pas 25% dans les comités directeurs, pour les lignes de production internationale, on appelle ça des executive committees. Enfin bref. Et là, on a travaillé là-dessus. Et on s'est rendu compte que parce que tout simplement, on avait tendance à choisir les hauts potentiels dans une période d'âge et les former entre 25 et 35 ans. C'est l'âge où, naturellement, on a envie de fonder une famille et puis d'avoir des enfants. Et donc, les femmes ayant plus de congés de maternité à l'époque que les hommes, ça a tendance à se réguler un peu différemment, on ratait la recherche de hauts potentiels côté gens féminins. Voilà, donc tout ça, les grandes entreprises, que ce soit Thales, Dassault, Schneider, Amadeus, on travaille dessus de façon à arriver à une meilleure mixité parce que la diversité, c'est fondamental. Alors, la diversité, c'est pas seulement le genre, après, c'est la culture, c'est avoir des personnes de pays différents aussi qui viennent en France et qu'on intègre dans les équipes. Donc, tout ça, ça fait qu'une entreprise est dynamique et elle sait innover. Voilà. Ça, c'est pour le côté mixité. Pour le côté évolution, il y a deux types d'évolution. Alors, déjà, quand vous êtes dans un grand groupe, c'est un petit peu différent que dans les petites entreprises. Vous avez accès, je dirais, à l'offre interne. Et nous, quand on ouvre des postes, que ce soit sur Fiantipolis ou Cannes Mandelieu pour les satellites, on a groupé 30% des postes qui sont pris à l'intérieur de Thales. On a des gens de région parisienne, de l'étranger, de Brest. Ils disent tiens, j'ai envie de passer un petit moment de ma vie sur la Côte d'Azur, parce que c'est un très beau pays. Je suis arrivé il y a 30 ans, puis j'ai pu
c'est un premier pas. Vous êtes dans une entreprise, vous allez avoir de la mobilité interne, soit vers exactement le même métier dans un autre site, soit vers des métiers connexes. Et ça, c'est important aussi, une fois que vous êtes implanté, ça enlève la peur de dire c'est grand, c'est gros, je ne sais pas comment attaquer ça. À l'intérieur, on voit très bien ce qu'on peut faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mobilité inter-entreprise. En typologie de métier, quand vous êtes développeur logiciel, quand vous assemblez une carte électronique, si vous l'avez fait chez Schneider, vous allez le faire chez Thales, chez l'aérospatiale, parce qu'on va reconnaître ça dans le CV. Donc, c'est une façon de dire que l'industrie va vous offrir une possibilité d'évolution assez grande, en fait. Merci beaucoup. Lou, quel est ton avis sur cette question? Moi, je pense que, en tout cas, dans mon entreprise, dans mon secteur, il y a la parité entre les filles et les garçons, et même, je crois qu'on va bientôt dépasser qu'il y ait plus de filles que de garçons. Après, voilà, tous les postes que je vois, par exemple, là, je suis en recherche d'entreprise, donc tous les postes que je vois, ils sont autant écrits au masculin qu'au féminin. Et surtout dans les descriptions, ils poussent vraiment les filles à s'engager dans ces métiers. Et les filles peuvent aussi bien diriger des hommes et à haut poste comme nous. C'est ouvert à tous. Tu confirmes donc qu'il n'y a plus d'atelier salle où il n'y a que des garçons avec un bleu de travail tout noir? Oui, je confirme. Oui, ça a beaucoup évolué. Très bien. Roger? Moi, je viens sur la mixité parce que c'est un réel problème. Il n'y a vraiment plus aucune différence entre une fille et un garçon, mais quand même. Quand on déplace une porte d'ascenseur, le garçon le faisait vachement facilement parce qu'il avait la force et il finissait très mal avec des problèmes de dos très rapidement. Aujourd'hui, qu'on soit fille ou garçon, on a des équipements, on a des choses. Donc, il y a des différences physiques, on ne va pas les gommer. Il y a justement de toute façon des dispositifs qui sont là pour en tout cas les minimiser. On a ce que vous posez, moi, pour moi, la mixité, c'est un problème d'orientation uniquement. C'est-à-dire c'est un problème de représentation des métiers, etc. Et on est toujours sur le problème de l'orientation, que vous avez abordé tout à l'heure sur la place de l'industrie, dans les choix stratégiques, dans l'orientation pour les familles. Alors, moi, j'ai un collègue en face, celui de la cellule école entreprise, qui est là, que vous ne voyez pas parce que la caméra ne montrera pas. Il y a quand même dans chaque rectorat une cellule école entreprise qui est là, entre autres, pour travailler sur les problèmes d'insertion, pour dynamiser ces techniques d'insertion, pour essayer de développer ça. En même temps, elle appuie les entreprises sur la relation avec l'entreprise, mais on a vraiment tous à collaborer sur cette représentation des métiers, ces difficultés d'orientation. Et Dieu sait qu'il y a des structures et des gens, comme chez nous, qui s'en occupent. Moi, je conseille quand même à des collégiens d'aller voir ce qui se passe, que vous avez dit, les chefs d'entreprise. C'est vraiment, en allant voir, vous allez vraiment comprendre ce que c'est. Il me semble que c'est majeur. Pour compléter, il y a des manifestations qui se font tous les ans, une manifestation en tout cas qui se fait tous les ans et qui est vraiment un lieu de rencontre. Et moi, j'invite bien sûr toutes les universités à venir y exposer. Et en tout cas, au moins, il va emmener tous les élèves, c'est Industria. Industria, vous avez tous les métiers représentés, toutes les entreprises représentées. Et bien souvent, sur ce salon, il y a des entreprises qui cherchent du personnel, ou des alternants, ou des apprentis. Donc, il y a un lien qui est fait entre le professionnel, l'industriel et le jeune entrant sur le marché de l'emploi. Et c'est vraiment un beau lieu de rencontre qui vous permet de voir une multitude de métiers. Parce que, je regardais, il y avait cette année, il y avait comment on appelle ça, le démonstrateur, et il y avait MEI qui présentait. MEI est une entreprise de tôlerie. Donc, quand on parle de tôlerie, on a tendance à penser homme, parce que une plaque de tôle, c'est lourd, les machines, c'est un petit peu sale, il y a un petit peu de gras. Tout est automatisé maintenant. Donc, on ne relève plus de poids. Le danger au travail, l'accident de travail, j'ai discuté avec l'inspection du travail l'autre jour, qui me disait que le taux d'accident de travail dans l'industrie a diminué en 20 ans, il a diminué de 40%. C'est énorme. Alors que sur les chantiers ou dans le BTP, c'est moins le cas parce qu'on est en hauteur, on est sur des sites un petit peu dangereux et pas toujours sécurisés. Mais l'industrie a eu une chute d'accident de travail parce que la technologie
alors, porté par l'innovation, hein, bien sûr, et par l'industrie 4.0 et par des jeunes comme vous qui sont arrivés dans le métier, qui ont apporté leurs idées d'innovation. On a enlevé beaucoup de dangers dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que la place de la femme dans l'industrie, elle y est partout, mais à tous les postes. Il n'y a pas que les bureaux où on va faire de la comptabilité ou de l'administration des ventes ou des choses comme ça. Moi, chez moi, dans mon entreprise, la responsable de la logistique, c'est une team de femmes qui fait 1m55 et elle dirige une équipe de 7 bonhommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Elle se débrouille et c'est elle qui dirige la boutique. Donc, comme quoi, la place est ouverte pour tout le monde. Morgane, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que pour moi, pouvoir faire venir de plus en plus de femmes dans l'industrie, ça doit se faire à partir du collège, et pas qu'auprès des filles, mais aussi auprès des garçons, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés sur l'industrie. C'est vrai que moi, quand j'ai dit que je m'orientais vers là, il y a des gens qui se sont permis de me dire que ce n'était pas pour moi, alors qu'ils ne connaissaient ni mes notes, ni mes compétences. Et pareil, on m'a souvent dit, mais attention, tu vas dans une classe avec que des hommes, tu vas être avec que des hommes, tu vas subir beaucoup de sexisme. Et c'est vrai que pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment la réalité aujourd'hui, même s'il y en a encore beaucoup. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se faire depuis le collège, de la prévention, et aussi pouvoir changer cette image. Et dire que voilà, les filles, elles sont aussi elles sont fortes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent travailler dans les métiers qu'elles veulent, et qu'il n'y a plus de métiers pour filles et de métiers pour garçons. Merci Morgane. Je tiens à préciser, Morgane est aux eucalyptus, on n'a pas discuté de ça avant. Donc voilà, Morgane parle avec son cœur et c'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre les jeunes avoir cette analyse de la situation. Roger, alors, on va rester peut-être avec les étudiants et toujours avec la question de l'orientation. Alors on a vu l'orientation notamment au collège est déjà très importante, mais on va peut-être poser une question assez précise aux étudiants concernant le point de vue et le rôle des parents dans leur orientation. Est-ce que les parents ont une influence pour vous en ce qui vous concerne, ou peut-être pour vos camarades? Est-ce que les parents ont eu une influence sur votre choix d'études? Et puis également, comment les parents perçoivent le monde de l'industrie? Alors moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, peu importe le choix. C'est qu'avant d'être en BTS, j'ai fait une licence de biologie, et après je me suis réorientée, donc rien à voir, mais ils m'ont toujours soutenu, mais je sais que c'est pas comme ça avec tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à aller en études de médecine, même si ça ne leur plaise pas, qui les poussent à aller en école de commerce, et qui, à la fin, on se retrouve avec des étudiants qui n'aiment pas ce qu'ils font, et le taux de dépression chez les étudiants est de plus en plus élevé, parce que il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux, et malheureusement, derrière, il y a des parents qui n'entendent pas que c'est pas fait pour eux, et qui les poussent quand même à aller dans ces branches-là. Donc, c'est vrai qu'il faudrait aussi, par rapport aux parents, changer l'image de l'industrie, et surtout dire vos enfants doivent choisir ce qu'ils veulent faire. Et c'est bien de vouloir le mieux pour eux, mais c'est pas vous qui allez faire leur vie. Merci Morgane. Guillaume. Pour ma part, moi, mes parents m'ont toujours dit d'aller m'orienter vers ce qui me plaisait, et ils m'ont poussé à aller le plus loin possible. Donc, j'ai jamais eu trop de problèmes par rapport à ça. Et comment dire, je ne sais pas trop quoi rajouter. Non, mais merci. C'est bien de nous faire part de ton ressenti, de ta situation. On va passer le micro à Lou et à Kian. Je pense que Morgane a dit la grande partie de ce que je pensais. C'est les parents influencent peut-être des fois trop leurs enfants. Et puisqu'on parle des collégiens, j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas hésiter à leur dire non. Voilà. Parce que c'était un peu... Les parents ici présents, je pense, diront que les enfants n'hésitent pas à dire non. Parce que si vous êtes passionné de quelque chose, il ne faut pas hésiter à y aller. Personnellement, moi, je savais que je ne voulais pas faire certaines choses alors qu'on m'y poussait. Et j'ai continué dans la voie où je suis actuellement, et je suis très content.
Je pense que le choix au collège en troisième est relativement déterminant pour votre vie future parce que si vous vous enfoncez dans quelque chose, il est très compliqué de revenir en arrière et de faire table rase du passé. Donc, si l'industrie vous intéresse, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, même si vos parents ne sont pas forcément trop tôt. Il y a beaucoup de préjugés, n'hésitez pas à leur expliquer que les choses ont changé et que peut-être le futur ingénieur de demain qui va peut-être sauver la planète, on ne sait pas. Merci. Pour ma part, mes parents ils m'ont jamais bloqué nulle part. Voilà. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de sous-métier. Et donc, il faut vraiment faire ce que vous aimez et pas ce qu'on vous pousse à faire. C'est-à-dire des grandes écoles de médecine, du commerce, parce que ça, il est en fac de médecine si on n'aime pas et si on ne peut pas du tout être médecin, parce que forcément, on va échouer, parce que ce n'est pas notre voie. Et en fait, il faut voir ce qu'on aime et faire vraiment ce qu'on aime. Et peu importe ce que disent les gens, c'est toi qui vas ressentir ça toute ta vie. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on aime et ce qu'on aime. Merci beaucoup, les jeunes. Alors, peut-être, si on devait faire passer un message à la fois aux parents et aux professeurs de collège, souvent les professeurs principaux de 4e et de 3e ont un rôle très important. Qui veut se lancer, si on a un message à faire passer? Moi, je pense que c'est vrai que dans beaucoup de familles, moi je l'ai vécu avec des amis et je le vois avec mes fils et leurs enfants, des parents veulent faire à leurs enfants bien souvent ce qu'ils ont raté eux-mêmes. Et donc, ils les forcent à aller dans une direction qui n'est pas obligatoirement la leur. Les enfants doivent s'affirmer sans colère, sans haine, sans grossièreté, mais ils doivent s'affirmer en expliquant pourquoi ils veulent aller ailleurs. Parce que c'est vrai que la passion, quand on est attiré par quelque chose, ça devient une passion. Et quand on vit une passion toute sa vie, la vie est belle. Alors que quand on vit dans la contrainte, on fait burn-out. C'est juste obligatoire. Une information que j'ajouterais, notamment le message aux parents, et en total pour leurs parents, nous sommes autour de la table d'un certain nombre de parents. Donc, on souhaite absolument le meilleur pour nos enfants, ça c'est une évidence absolue, c'est dans nos ADN communs. Mais il n'empêche que pour les parents que nous sommes et les parents qui nous écoutent peut-être, nous avons aussi dans l'inconscient collectif ce préjugé au niveau des métiers à caractère technologique qui sont associés bien souvent, aujourd'hui nous savons, et nous avons un certain nombre de témoignages ce matin, que c'est tout à fait l'inverse, mais l'inconscient collectif, c'est la pénibilité, c'est des métiers qui sont toujours en haute pression, très exigeants. Donc c'est un petit peu ces phénomènes-là qui font qu'aujourd'hui, les parents, bienveillants pour leurs enfants, les orientent naturellement, ou les forcent même, comme je viens d'entendre, dans des métiers ou des filières en fait, qui sont a priori moins pénibles, moins contraignantes également, et peut-être avec plus de facilité à obtenir une meilleure carrière. Pour résoudre cette équation-là, en fait, nous avons imaginé pour la prochaine édition Industria, qui est la 20e du genre, entre le mois d'octobre, 21 et 22 octobre de cette année, eh bien, nous avons imaginé ne pas terminer le salon comme nous le faisons habituellement chaque année, mais en ouvrant en fait le salon le dernier jour à une nocturne, donc de 17h à 21h, en invitant les parents d'élèves avec les étudiants, de telle manière à pouvoir, disons, faire le tour librement de tous les stands technologiques et industriels, de telle manière, disons, à résoudre en fait cet inconscient collectif sur les métiers d'aujourd'hui et de demain dans le monde des technologies. Donc, cette nocturne-là sera véritablement réservée à un message collectif aux parents qui, naturellement, voudront bien venir et accepter notre invitation à cette nocturne du 22 octobre pour pouvoir, disons, identifier les métiers qui pourraient être, disons, ou révéler peut-être, pourquoi pas, certaines vocations à leurs jeunes étudiants d'enfants. Merci. Je rencontre énormément de familles, c'est-à-dire de parents qui viennent avec leurs enfants, et vous savez, avec la question classique, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il n'a pas choisi. Une place de troisième, c'est un peu... Et j'ai envie de dire, puis peut-être pour rassurer tout le monde, que ce n'est pas très très grave quand même, parce qu'il n'a pas choisi en troisième, voilà. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui soit plus dans ses envies, etc. Donc, et qu'aujourd'hui, tout permet de le faire. Je veux dire, que l'on soit directement sur de l'enseignement pro, qu'on bascule d'une seconde générale à une seconde
de l'enseignement pro, etc. Tout est possible. Donc, moi, c'est un message serait peut-être pour rassurer les parents. Maintenant, peut-être on est discordant. J'espère que personne ne tiendra rigueur. Quand même, une scolarité qui se passe bien, ça simplifie les choses. Je veux quand même souligner que je ne dis pas que le bon élève réussit absolument, le mauvais élève ne réussit pas, c'est pas du tout ça. Hein, mais quand même, soyons clairs qu'à un moment donné, si l'attrait pour la matière via les stages en entreprise, via la connaissance réellement de ce qui se passe dans l'entreprise, vient générer de la dynamique pour l'élève qui du coup trouve que subitement cette notion de mathématiques est intéressante, alors qu'avant il ne voulait pas, il faut pas se leurrer quand même. Il y a quand même une scolarité qui va lourdement peser sur l'orientation derrière, même si toutes les voies de rattrapage, toutes les bifurcations existent aujourd'hui et qu'elles sont largement utilisées. Mais quand même une scolarité normale me semble intéressante. Entendez les élèves. Alors, je confirme, pour l'autodidacte que je suis, moi j'ai commencé à 14 ans à travailler. Donc, ça c'était avant. Donc avant, on pouvait arriver et apprendre sur le tas avec quelques coups de pied aux fesses et puis ça marchait comme ça. Aujourd'hui, quand on arrive avec la tête bien faite, on gagne du temps. Et on arrive à des postes clés, à des postes importants et à des salaires importants parce qu'on a la tête bien faite. Et donc, bien sûr que j'encourage les élèves à être très assidus pour leurs études, pour pouvoir arriver et justement montrer leurs capacités. Pas attendre qu'on leur donne des capacités. Ça sera toujours faisable, mais malgré tout, il y aura un temps d'adaptation qui sera beaucoup plus long. Alors que quand on arrive avec une tête bien faite, le temps d'adaptation est beaucoup plus rapide et vous arrivez de suite à des responsabilités qui seront à votre niveau, mais en tout cas, vous avez de suite des responsabilités par rapport à votre poste. Vous n'êtes pas le larbin de quelqu'un, vous êtes déjà en poste pour faire quelque chose d'intéressant et de passionnant que vous construirez encore mieux avec le temps. Mais en tout cas, c'est sûr que les bases sont à l'école et en alternance, pourquoi pas, et en apprentissage, bien entendu. Voilà. Moi, je suis très vigilant avec mes alternants de savoir ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font dans l'usine, c'est bien, c'est super pour le patron, mais ce qu'ils font à l'école, c'est aussi super pour le patron. Et ça, le patron doit s'y intéresser. Il faut un rapprochement. Il faut, la plupart du temps, dans une entreprise, avoir, enfin, moi c'est ce que je fais, mais on met toujours une sorte de parrain, un tuteur qui suit l'élève pour être sûr qu'il soit ponctuel, qu'il soit vraiment dans l'action et pas uniquement dans la réflexion et l'apprentissage laxiste. Voilà. Donc, c'est sûr que je confirme, aujourd'hui, de toute manière, il n'y a plus de place dans le monde actuel pour les médiocres. Il y a de la place que pour les bons. Et plus on est bon, plus on s'incruste. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a dit, notamment Charles en a parlé, dans l'entreprise, on forme les jeunes, ce qu'on appelle, nous, dans le monde de l'éducation, les savoir-faire, ça vient dans l'entreprise. Les soft skills, les savoir-être, ça se développe déjà avant. Donc, on encourage chaque personne, chaque jeune à vraiment développer ses qualités dès le plus jeune âge. Les qualités, comme on a parlé de ponctualité, mais l'engagement, la responsabilité, être capable de s'investir dans une mission. Tout ça, ça fait partie de ces savoir-être qui vont servir plus tard dans une entreprise, qui permettront à un jeune d'avoir une vie épanouie sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Voilà, alors le temps passe, on va peut-être passer à une dernière question qui est en fait liée à deux points, notamment au fait, Michel Manago en a parlé en introduction, des métiers en tension actuellement. Et puis c'est une question qui est un petit peu liée aussi à l'actualité, puisque les craintes liées au Covid commencent juste à s'éloigner et on est déjà maintenant touché par une autre crise. Alors, quel est l'impact finalement de toutes ces crises sur l'intégration des jeunes dans les entreprises? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot dessus? Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Et comment ça va se passer pour nos jeunes dans les années à venir? Question difficile. Mais on n'est pas là non plus pour...
que les questions faciles. Ce genre de questions, enfin, la réponse sera différente certainement société par société, parce qu'on aborde différemment ces crises-là et qu'on a des réponses qui vont être légèrement différentes. Pour un grand groupe comme Thales, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de différence. Ce qui nous a gêné pendant la phase Covid, c'est qu'on ne pouvait plus avoir des alternants et les suivre comme on voulait, parce que tout simplement, une bonne partie de l'effectif est en télétravail. Et donc, on a eu moins d'impact et moins d'énergie sur l'accueil des jeunes arrivants. Et ça c'est dommage, on essaie de le récupérer maintenant. Il y a des actions un peu plus refaire des séminaires, refaire des conférences, refaire des team meetings, etc. Si on se projette sur l'avenir, on voit bien que là, on est dans une phase où le monde devient un petit peu moins sûr, entre guillemets, et donc ça réoriente certains types de métiers. Alors dans les grands groupes d'électronique, etc., très clairement, tout ce qui est autour de la cybersécurité, ça devient plus important. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas complètement quand on regarde un cursus complet, l'adaptation entre ce qui se passe dans l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et les besoins qui arrivent. Parfois, la réalité va plus vite que tous les plans qu'on met en place. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et dans les qualités de savoir-être, garder l'adaptivité. Il faut s'adapter au monde parce qu'il est comme ça, il est changeant. Et c'est fondamental de garder ces qualités-là, de se dire, ne pas hésiter à un moment donné, si vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas choisi complètement votre passion, même si effectivement il y a des éléments comme la troisième, la quatrième, la première, la terminale qui forgent un peu ce qu'on va devenir, n'hésitez pas à changer. Il y a toujours des accompagnements, il y a de la formation, qu'elle soit généralisée ou par les entreprises. N'hésitez pas à vous adapter et aller vers ce qui bouge. Et ce qui bouge, on le voit en fonction d'abord de ce que prévoit le gouvernement, l'enseignement, les entreprises. Et ça se passe aussi par des événements mondiaux, comme la crise en Ukraine en ce moment. Et c'est vrai que ça déplace légèrement certains métiers. Mais en fait, on trouve toujours des solutions. Gardez espoir, parce qu'il y a toujours des solutions, aussi bien de votre part à vous, par vos ressources propres, que par les entreprises, l'enseignement, etc. On va s'adapter, on va réussir à se modifier et à s'adapter au monde. Merci. Donc, un message vraiment positif. Marie Boutors. Oui, alors en termes d'évolution, nous, ce qu'on voit dans une industrie comme la nôtre chez Schneider Electric, c'est qu'on a de plus en plus de besoins dans le digital et il est au service de tous les métiers, en fait. Donc, que ce soit en fabrication, en recherche et développement et même sur toutes les fonctions. Donc on a vraiment besoin de plus en plus de compétences digitales, software, cybersécurité, ça c'est un enjeu clé non seulement dans nos façons de travailler, mais aussi dans les produits, puisque les produits qu'on va livrer à des industriels doivent intégrer effectivement des modules de cybersécurité qui deviennent cruciaux. Donc ça, c'est sur quelques petites tendances, on va dire, de marché dans l'industrie. Après, par rapport aux crises qu'on a connues, ça nous aura, je pense, enseigné deux choses. Effectivement, je reprends un peu le point de la flexibilité, c'est que dès qu'on a une contrainte de ce type-là, on est obligé de se réinventer vite, fonctionner différemment. De plus en plus, même à nos opérateurs, on va demander d'être multi-compétences, de pouvoir passer d'une ligne à l'autre, d'avoir plus de flexibilité. Et ça se joue même sur notre empreinte globale, puisque on a décidé, par exemple, que chaque usine devait avoir un frère, une sœur, une autre usine quelque part dans le monde qui fabrique la même chose, tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle en général des plans de continuité d'activité. Alors en général, on a des solutions, on va dire, artisanales en cas de crise, mais là, on va plus loin, c'est qu'il faut pouvoir tout de suite produire la même chose ailleurs. Voilà, donc ça fait partie aussi de la réalité des différentes crises qu'on a connues. Avant de repasser le micro, en termes d'évolution de métier, je voulais aussi mentionner la partie en anglais, développement durable. Développement durable parce que c'est un grand enjeu. Je pense que les jeunes, là, vous êtes sensibles vraiment à cette crise climatique que l'on vit tous et que vous allez encore plus vivre que nous. Et les industriels ont une vraie responsabilité pour
déjà décider des choses très en amont. Hein. On va devoir fabriquer sans doute moins de choses, mais on va quand même continuer à en fabriquer. Il faudra les fabriquer mieux, sans émissions de CO2. Donc, il va vraiment falloir beaucoup d'innovation. Et je pense que les industriels portent vraiment une responsabilité très importante, déjà pour embarquer tout l'écosystème, et parce qu'on est très, très en amont de ce qui se passe. On est des gros pollueurs d'un point de vue du climat, en tout cas une source, pas forcément pollueur, mais une source de réchauffement. Donc, il y a des gros enjeux, et je pense qu'il y a plein de métiers aussi dans l'industrie qui vous attendent autour de ces innovations nécessaires pour le développement durable. Et même autour de ce qu'on appelle la CVC, donc tout ce qui permet de chauffer, de climatiser, de ventiler les bâtiments et les industries, sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire pour décarboner et beaucoup de compétences recherchées. Donc voilà, pensez-y, ce sont des applications très, très intéressantes. Et un sujet qui est très important dans l'entreprise, c'est les économies d'énergie. Donc sur le tirage, sur le chauffage, sur l'isolation. Donc en interne, dans beaucoup d'entreprises, il y a des équipes qui se forment pour réfléchir à une économie d'énergie. C'est sûr que le premier pilier pour le problème de réchauffement climatique, c'est les économies d'énergie, la performance énergétique. Avant de voir à quelles énergies on va avoir recours, c'est déjà d'en consommer moins. Vous avez un avis, Kylian? À propos des alternances ou de la consommation électronique? Je dirais peut-être pour l'alternance, j'ai peut-être un avis un peu plus tranché que les autres, mais j'ai tendance à penser que si quelqu'un veut vraiment réussir, il arrivera à trouver une alternance s'il s'y prend suffisamment tôt. Les entreprises, elles n'ont aucune raison de refuser des compétences qu'on lui offre sur un plateau. Il suffit juste déjà d'être, comme je l'entends, plutôt pas médiocre, mais plutôt bon. Après, ça, ce sera que le résultat du travail des gens et ce qu'ils ont fourni les années précédentes. Et même si la crise du Covid a, a embêté plus d'une personne à trouver l'alternance, va falloir vivre avec et pas se trouver des excuses pour faire la croix de triangle, j'ai envie de dire. Donc, non, l'alternance est toujours accessible, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et elle le sera toujours, il n'y a pas de raison que ça s'arrête avec ça. Merci, Kylian. Lou? Comme l'a dit Kylian, pour l'alternance, il faut s'y prendre assez tôt. Et il faut avoir des compétences et toujours se valoriser. On dit qu'il faut toujours être au maximum de nous-mêmes et prouver qu'on peut le faire, parce que c'est ce que les entreprises recherchent. Je pense qu'elles peuvent nous en apporter, mais nous aussi beaucoup. Et donc l'alternance, c'est bien pour ça. Et pour le Covid, oui, ça a un petit peu freiné dans l'alternance, parce que c'est un peu plus compliqué pour les entreprises de pouvoir recruter, mais en soi, là, ça commence à recommencer comme on l'a dit avant, et donc il ne faut pas hésiter à postuler en alternance. Merci, Lou. Pour l'alternance, je m'aperçois, moi, j'en reçois beaucoup à des périodes où il y a des recherches et bien souvent, c'est les parents qui cherchent pour les enfants. Et c'est vrai, hein, je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais moi je reçois beaucoup d'appels. Alors c'est vrai que le fait d'être patron d'une entreprise, président du MM, être visible comme ça, on sollicite sur LinkedIn, sur Twitter. Mais toujours est-il que c'est souvent les parents qui cherchent pour leur neveu, leur fils ou leur fille. Et je pense que là aussi, il y aurait peut-être un petit travail à faire entre le monde scolaire et l'éducation et l'entreprise. Et les entreprises, puisque vous les connaissez toutes pratiquement. En tout cas, vous connaissez ceux qui les représentent. Décidément, on est toujours d'accord, c'est quand même très bien. Alors, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment, même si on n'arrive pas à faire tout de suite ce qu'on veut, c'est pas grave ici. Je veux dire, il y aura la solution de rattachement, de retour, etc. Je réinsiste à être bon à l'école, c'est pas mal quand même, mais c'est pas un souci, si vous voulez, il y aura une possibilité. Concernant l'alternance, alors, concernant le Covid, juste qui était la question avant par rapport à ce qu'a dit Kylian, quand même, on a vu
des équipes éducatives, je crois que Jean-Christophe sera d'accord avec moi sur ce que vous avez fait vous à l'IUT, qui ont usé vraiment de trésors d'ingénierie. On va prendre un exemple qui n'a rien à voir avec notre histoire. Vous aviez le prof de cuisine, chacun était chez soi devant son frigo avec sa cuisinière et on a fait quelque chose. Quoi. Je veux dire, ça ne s'est pas arrêté. Que ce soit Jean-Christophe à l'IUT, que ce soit dans nos lycées, entre autres, ça ne s'est pas arrêté. Et ça, quand même, moi, je le renvoie au dynamisme des équipes enseignantes d'une façon générale. J'espère que cette crise est derrière vous. Alors, vous allez me permettre aujourd'hui de ne pas faire de commentaires sur ça en cours, mais qui pourraient être peut-être plus graves. Mais voilà. Sur ces problèmes d'orientation, d'accueil, alors je vous signale que dans cette académie, dans l'Académie de Nice, pour les alternants, il y a un accompagnement qui est prévu par l'État. Hein, la mesure s'appelle ingénierie de solution. On a passé un cran dans cette académie. Et encore une fois, hein, je renvoie à mes collègues de la cellule école entreprise. Ce sera facile sur Google. C'est cellule école entreprise de Nice, on va les trouver tout de suite. En tout cas, sur l'ensemble des alternants, on a un accompagnement spécifique. C'est-à-dire qu'on va accueillir des jeunes, avec les parents, vous avez raison, mais en leur disant, et peut-être c'est un message vis-à-vis des profs principaux de collège, etc. C'est avez-vous un CV, montrez-nous-le, comment il est fait, est-ce qu'une entreprise elle va bien s'y retrouver, peu importe la forme, peu importe les modes, parce qu'il y a plein de modes sur les CV, on a changé, il fallait mettre les compétences dans un coin, il fallait plus les mettre, etc. Peu importe, c'est de dire, est-ce que vous savez vous vendre, vous défendre, c'est compliqué hein, après une classe de troisième, et donc on fait dans cette académie un accompagnement de ces gens qui recherchent d'être aidés pour mettre le pied à l'étrier. Et s'il y avait un site internet à se rappeler, il y en a deux, c'est www.lecfa.com ou www.legreta.com. Et là, vous allez pouvoir laisser un message et on va vous récupérer pour essayer de vous accompagner. Il y a quand même des petits... Enfin, on est tous autour de la table des adultes. La recherche d'emploi, ce n'est pas simple. La recherche d'un contrat, c'est de même nature, pas simple. Donc, je crois que c'est. Et puis, il y a plein de personnels dans l'éducation nationale qui les aident, mais on a quand même inventé une espèce de sas d'accompagnement qui, manifestement, est intéressant et qui commence à donner, franchement, à montrer ses preuves. Pour moi, malheureusement, pendant la crise du Covid, pour les stages, ça m'a limité fortement. Parce que les boîtes que je connaissais ou celles où j'avais envie de faire mes stages, ils ont été assez fortement impactées par le Covid. Elles ont eu une très forte baisse d'activité, voire pour certaines quasiment plus d'activité pendant quelques mois. Du coup, je suppose que pour l'alternance, ça doit aussi être compliqué dans ce genre d'entreprise. Oui, pour revenir à ta question, Stéphane, de l'impact des crises que l'on vit maintenant depuis pratiquement janvier-février 2020, hein. En tout cas un impact chez nous. Je ne vais pas reparler de la Covid, mais je vais dire deux mots sur la pénurie des composants qui nous touche particulièrement, puisqu'on fabrique des cartes électroniques, donc forcément on est impacté. Alors, le premier impact, en tout cas dans les PME, hein, dans notre dimension d'entreprise, c'est que c'est énormément chronophage. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de temps à passer, en définitive, à l'extérieur de l'entreprise. En ce sens qu'aujourd'hui, pour trouver des composants, c'est une galère absolue et ça occupe tout le monde dans l'entreprise. Alors, le premier impact, c'est une moins grande disponibilité, en définitive, des membres de notre entreprise pour l'extérieur, que ce soit pour les réseaux, pour l'éducation nationale, etc. Et ça, c'est gênant, parce qu'on est moins présent, on est moins à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'on est complètement absorbé par la nécessité de maintenir nos emplois en interne et notre activité. Donc ça, c'est un impact qui est négatif, forcément, et qui nous gêne d'un point de vue aussi, je dirais, psychologique, parce qu'on aime faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire. Voilà. Mais bon, on espère que ça ne va pas durer. Malgré tout, sur les composants, on ne va pas déclasser avant 2025, hein, donc dans les dernières prévisions. À côté de ça, ça ouvre aussi des opportunités. Comme d'habitude, on l'a vu pendant la Covid, on a été hyper innovant, hyper imaginatif. Et là, quoi de mieux que les jeunes pour réinventer effectivement cette nouvelle donne, ce nouveau monde. Donc, comme d'habitude, impact fort négatif
négatif. À côté de ça, opportunité, essayons effectivement de s'unir, de lutter contre ça et de bâtir un monde qui soit un peu plus vertueux. Alors certes, c'est très difficile. On travaille beaucoup aujourd'hui sur des notions de développement durable, la RSE avec l'UMM qui lance effectivement son label RSE. Et quand on parle de RSE aujourd'hui, on s'en occupe depuis 10-15 ans de RSE. On s'en est beaucoup occupé d'un point de vue sociétal, social. On s'en est moins occupé d'un point de vue environnemental et d'un point de vue écosystème. Même si nous sommes ISO 14001, on se préoccupe de l'environnement, il faut bien le dire, ce n'était pas notre priorité absolue. Aujourd'hui, c'est l'environnement qui englobe l'économie, le social et le sociétal. Et pour cela, c'est des changements considérables à venir dans nos entreprises. Les COP, on disait que ça ne servait à rien, quand même, 2 fois on a entendu, mais à quoi ça sert, le GIEC, les rapports du GIEC, personne ne s'en occupe, etc. C'est une hérésie, c'est pas vrai. Aujourd'hui, juridiquement, ça rentre en vigueur. Donc, c'est pour ça que dans les prochaines années, il y a des mutations considérables dans nos entreprises. Et c'est pour ça que les jeunes ont également un rôle à jouer énorme dans ce domaine. Parce que nous, de l'ancienne génération, on vit la transformation, mais ce n'est pas notre ADN, alors que vous, le développement durable, il est dans votre ADN. Et ça, c'est intéressant, parce que vous allez être porteur de solutions. Voilà, et bien, on va vous emmener nos entreprises, alors je ne dirais pas sur un plateau, parce que ce n'est pas toujours un cadeau, mais en tout cas, je pense que vous allez pouvoir en faire de belles choses. Merci Charles. Bernard. Oui, alors ces crises, c'est une formidable opportunité pour se remettre en question. Chez nous, on s'est aperçu que une des valeurs principales qu'on donnait à l'encadrement, c'était de faire des budgets et des prévisions. Alors, faire des prévisions la nuit du Covid, quand on en est à vouloir aller au 2e chiffre après la virgule et que tout d'un coup l'activité s'arrête pendant des mois, vous voyez que les prévisions, finalement, on se demande à quoi ça sert et qu'il vaut mieux aujourd'hui être capable, comme le disait Marion, de s'adapter et de faire preuve d'innovation et de faire du système des merdes, quoi. On est obligé d'inventer du jour au lendemain et de se remettre en question et de se dire que la valeur principale pour une entreprise, qui n'est que la somme des valeurs de ses salariés, eh bien, c'est d'être capable de changer. Alors, le changement, il pose la question de la spécialisation et de la performance. Ce qu'on vous apprend ici, c'est à être performant. Vous devez être performant dans l'entreprise qui va vous embaucher, mais aujourd'hui, vous devez être en plus adaptable, flexible, et pour ça, la qualité, on revient dans des questions de soft skills, effectivement. Une des qualités essentielles qu'on va vous demander et qu'on ne vous apprend pas forcément à l'école, c'est la curiosité. Parce que la curiosité, elle est à la base de l'aptitude qu'on va vous demander d'être capable de changer. Et vous savez que changer, c'est difficile. On n'est pas câblé pour changer, on est même en général en train de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les collaborateurs dans le changement, parce que le changement freine et bloque. Et nos entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, chacune avec ses méthodes et ses process, elle est obligée d'apporter des réponses à des lendemains imprévisibles, incertains, et c'est une chance formidable pour les jeunes aujourd'hui que de se dire qu'une des compétences qu'on va rechercher chez eux, ça va être l'innovation et la créativité. Peut-être moins que la compétence. Alors, je ne le répétais à personne, surtout dans des endroits où on est censé apprendre des méthodes, des techniques, des compétences, rester l'esprit ouvert, l'œil frais et vif, comme un gardon. C'est ça c'est frétillant, c'est les plus belles qualités que vous pourrez mettre au service des entreprises qui vont vous recruter. Voilà ce que
il est déjà 11h30, le temps imparti est écoulé. On l'a vu, hein, l'attention des élèves et des professeurs de collège. Autour de la table, il y a des industriels. On a parlé des différents métiers. On a montré, on espère vous avoir convaincu que dans l'industrie, il y a des métiers pour tout le monde. Il y a de quoi s'épanouir dans l'industrie, avoir une belle carrière, à la fois pour les hommes et pour les femmes. On a parlé beaucoup d'alternance. Alors, l'alternance se développe beaucoup en France et dans notre académie énormément. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts, il y a pour tous les profils. On a l'alternance. En parallèle, on a toujours également le statut scolaire dans nos établissements, avec des filières technologiques et professionnelles qui vont vous former, qui vont vous permettre d'intégrer les industries. Et en tout cas, voilà, on espère vraiment vous avoir apporté quelques éléments qui vont vous donner l'envie de vous diriger vers ces formations et vers ces métiers. Je vais laisser maintenant le micro à Michel Malago, président de ATICA. Merci pour me laisser conclure cette table ronde. Je remercie naturellement tous les intervenants. J'ai un vif espoir, et je le nourris, disons, fortement, que les témoignages particulièrement matures de nos étudiants porteront dans tous les foyers auprès de tous leurs collègues étudiants, mais également leurs parents, pour leur démontrer en fait qu'aujourd'hui, le monde des technologies est synonyme du monde de l'industrie aujourd'hui, sans pénibilité, avec un accès extraordinairement riche d'emploi et de carrière. Donc, je crois que ces messages sont plutôt bien passés. Ils ont été exprimés au travers de vos différentes expériences. Je remercie également les industriels et représentants d'entreprises pour vos témoignages et cet avenir et ces messages d'espoir, disons, dans un rebond particulier, même post-crise, quelle qu'elle soit. Il y en a une qui vient de s'installer et j'espère qu'elle se terminera rapidement, et nous l'espérons tous, j'imagine. Tant au niveau, disons, des conflits qu'au niveau des crises composants, supply chain et autres qui pénalisent actuellement nos entreprises. Mais je pense qu'il y aura forcément à un moment donné des solutions. Et c'est ce travail collaboratif entre nous tous qui permettra très certainement de trouver la meilleure optimisation des choses. Nous continuons notre journée après cette table ronde. Il faut quand même le dire à ceux qui nous écoutent. Nous continuons notre journée avec cet après-midi, différents ateliers, des ateliers qui en fait sont composés naturellement de beaucoup d'étudiants. Nous attendons à peu près plus de 300 étudiants des différents établissements de la région, avec plus d'une vingtaine, presque même trentaine d'entreprises qui auront aujourd'hui la mission de présenter en fait leur métier véritablement, donc toutes ces filières technologiques qu'offrent des entreprises de notre territoire. Et au travers de ces ateliers, au terme de ces ateliers, il y aura également un speed dating, donc avec les entreprises présentes, et les étudiants se présenteront à ces entreprises au travers des stands, pour éventuellement soit rechercher un stage ou une alternance, ou pourquoi pas un emploi, dans tous les cas de figure, après leurs années, puisque nous accueillons des étudiants de Bac plus 1, Bac plus 2, donc certainement en fin de cycle Bac plus 2. Et là, en effet, la question de l'emploi et de l'alternance se pose également. Je remercie donc tous les intervenants de cette table ronde, qu'elle soit riche d'idées et qu'elle puisse se propager dans les différents établissements pour qu'elle fasse, disons, référence. Nous pouvons, disons, conclure, et je conclurai en tout cas personnellement, c'est que nous sommes dans une ère de changement. Nous ne produisons pas le changement, mais c'est le changement qui s'impose à nous. Nous n'avons pas à le créer, mais tout simplement à le permettre. Merci à toutes et à tous.